J'adore vous faire cette série de vidéos où ensemble on élucide les mystères derrière une photo et qui parfois peut être complètement fake parce qu'il y aura toujours des gens pour croire aux choses improbables et les partager. Et je ne dis pas que je suis pas infaillible, loin de là. Mais je pense qu'il est important de vérifier plusieurs fois et sur plusieurs endroits, une histoire par exemple, pour être sûr de sa véracité. Pour les photos, c'est complètement différent. Il faut voir au-delà de la photo et voir s'il n'y a pas une explication logique. Donc bienvenue dans cette deuxième partie des 10 photos qui sont vraiment étranges, voire bizarres, et leur histoire. Bonjour. Voici Joséphine Myrtle Corbin, qui est née le 12 mai 1868 dans le comté de Lincoln, Tennessee, aux États-Unis. Jusque-là, rien de bien anormal, mais Myrtle n'a pas eu une enfance comme les autres. Même si tout cela ne l'a pas empêché plus tard de se marier à l'âge de 19 ans avec James Clinton Bicknell et d'avoir 5 enfants. Dans les années 1800 et même 1900, il y avait une mode, enfin, si on peut dire ça, qui était surtout localisée aux États-Unis et en Europe. Une mode pour l'étrange, enfin, plus pour les personnes avec une particularité bien visible. On appelait ça les freak shows, ou les spectacles de monstres si vous préférez. Comme vous l'avez compris, elle avait une particularité physique qui a fait que son adolescence, elle l'a passée dans des cirques à sillonner le pays. Myrtle était atteinte de Dipygus. Artiste vedette pendant des années, elle était aussi surnommée la femme à 4 pattes. Je suis d'accord. C'est chaud. Mais comme je vous ai dit, ça ne lui a pas empêché d'avoir une vie heureuse et de fonder une famille. Elle décédera en 1928 à l'âge de 60 ans, et j'aimerais vous montrer une dernière photo de Myrtle le jour de son mariage. Y a rien qui vous choque. On est censé être en 1887 et des personnes sur le net veulent nous faire gober que c'est elle. Voilà à quoi ressemblait un mariage en 1890. Rien à voir avec ça. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Et si on nous avait menti depuis le début, et que certains humains ne seraient justement pas des humains, mais des robots ou des genres de cyborgs? Et si tout ça n'était qu'une fausse réalité qu'on nous met devant les yeux, justement pour que nous ne puissions pas voir la réalité en face? Le fait que tu es un esclave, Néo. Sommes-nous dans une simulation ou sommes-nous des IA avec une conscience qu'il faut parfois réparer? Est-ce que cette photo est réelle? Est-ce qu'ils l'ont vieilli justement pour que l'on ne comprenne pas la supercherie? Peut-être, mais non. C'est juste deux techniciens de chez Disney dans les années 60 qui réparent un animatronique. Voilà. Sur cette photo qui me donne l'impression qu'elle a été tirée d'un journal, on y voit cette petite fille dans un cimetière et on ne sait ni quand ni où cette photo a été prise. Mais maintenant, si on dézoome la photo, voilà ce que l'on voit. Comme si la petite fille avait un double, peut-être une jumelle qui serait décédée, ou un double maléfique. Je n'ai pas forcément de réponse à cette photo, mais j'y vais de ma petite théorie. Je pense que c'est un photomontage, sachant que le premier photomontage date de 1857, avec la photo de Oscar Rajlander intitulée Les deux façons de vivre. Je ne sais pas comment, car je ne suis vraiment pas un expert en la matière, mais je pense que c'est ça. Ou alors, cette photo restera inexpliquée. Maintenant, s'il y a des experts en photographie, dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Sur cette photo, on y voit une jeune femme, et l'histoire raconte que ça serait une sorcière, Loana Constantini Secu. Petite correction, durant la vidéo, je vais dire le prénom Loana, mais son vrai prénom est Iona. Était une jeune femme décédée à l'âge de 27 ans. Elle vivait en Roumanie à Timisoara, où elle fut accusée d'être une adoratrice de Satan et de boire le sang des enfants. Ce qui s'appellerait de nos jours des personnes qui font de l'adrénochrome, mais c'est que des rumeurs. Le 21 octobre 1909, les habitants de la ville ont pris d'assaut sa maison et l'ont battue presque à mort. Par la suite, elle fut admise à l'hôpital et 2 jours plus tard, alors qu'elle était retournée chez elle, elle fut retrouvée morte dans sa maison avec des coupures profondes aux bras et aux jambes, ainsi que des symboles occultes. On y retrouvera aussi un gobelet avec des taches de sang à l'intérieur, ce qui a amené les autorités à la conclusion d'un suicide rituel. Il a été déterminé à croire qu'elle aurait drainé son propre sang avant de le boire pour jeter une malédiction sur ses ennemis. Après sa mort, il se dit que 2 ministres sont morts d'une maladie du sang extrêmement rare et 2 autres personnes d'un accident qui reste inexpliqué. Il y a des rapports qui disent que les personnes qui voient cette photo, qui est de Loana après qu'elle ait été découverte par les autorités à son domicile, auront des épisodes de paralysie extrême du sommeil, et même si ces personnes n'en ont jamais eu. Bon, cette photo, normalement, elle parle à tous les parents. On a tous vu à un moment notre enfant ressembler dans le babyphone à un démon. Donc pour les futurs parents, vous savez à quoi vous attendre maintenant.
Margaret Ilse Köhler est née le 22 septembre 1906 à Dresde, dans le royaume de Saxe. Je vous fais vite un cours d'histoire, mais le royaume de Saxe a été créé en 1806 et a pris fin en 1918 après la Révolution allemande et la Première Guerre mondiale, ce qui a conduit à la chute de la monarchie. Mais je vous laisserai chercher si vous voulez en savoir plus, car sinon cette vidéo va devenir vraiment un cours d'histoire. En 1932, elle adhère au parti du petit chancelier allemand moustachu, où elle en devient employée. On avance dans le temps, et le 29 mai 1937, elle épouse le WS colonel Karl Otto Koch, qui fait partie des commandants du système concentrationnaire en formation. Un an plus tard, il sera nommé au commandement du camp de Buchenwald. Ils auront 3 enfants, un garçon et 2 filles. Karl et Ilse Koch font partie d'une nouvelle aristocratie allemande où ils vont adopter les codes et les loisirs de la haute société. Ils logent à l'intérieur du camp, dans une villa de luxe, où ils font des repas gastronomiques et des soirées arrosées et libertines. Ilse avait d'ailleurs une réputation, celle d'être nymphomane. En plus de leur vie bien remplie et luxueuse, Karl s'adonne à un trafic de bijoux et Ilse, quant à elle, a une collection personnelle de préparation anatomique. Si c'est ce à quoi je pense, c'est des organes et des fœtus dans des bocaux de formol. Et j'ai déjà eu ça quand j'étais petit, parce que ma mère elle travaillait chez des gens, et le mari il était médecin, et il avait une pièce remplie de bocaux avec différentes parties du corps humain. Mais dans notre histoire, ce n'est vraiment pas ça le pire, et là on va rentrer, enfin, pour moi en tout cas, dans le gore. Ilse avait une autre collection qu'elle adorait, les abat-jours. En peau humaine et de préférence ils sont tatoués. Toute personne qui avait un beau tatouage, pour les Koch, c'est simple, ça valait une condamnation à mort et pour finir en abat-jour. En plus de sa collection, elle avait un deuxième hobby. Déjà, il faut savoir qu'elle était cruelle envers les prisonniers. En fait, sa deuxième passion, c'était l'équitation. Et là vous vous dites, ça va. Non, 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 ça va pas. Pour vous la faire courte, quand elle chevauchait, il était interdit aux détenus de la regarder. Et si par malheur un détenu la regarde, il avait droit à la schlag, 25 coups de cravache. Mais vu la personne, je pense qu'elle devait en abuser. En 1943, Karl Koch fut accusé de détournement de fonds et de meurtre d'un témoin gênant qui aurait pu lui nuire. Il sera accusé de complicité devant un tribunal du WS, mais sera finalement acquitté. Le 5 avril 1945, Karl sera condamné à mort par le WS et exécuté. Après la guerre, Ilse et ses enfants partent vivre en banlieue de Stuttgart, où elle sera capturée par les Alliés en 1947 et sera jugée par le tribunal militaire international de Dachau lors du procès de Buchenwald. Malgré le témoignage d'ex-détenus qui ont dit qu'elle les obligeait à fabriquer ces objets en peau humaine, le tribunal ne pouvant pas le prouver, l'a condamnée à la prison à perpétuité pour la participation à la maltraitance des prisonniers. 2 ans plus tard, dans le contexte de la guerre froide, le général Lucius Clay, gouverneur militaire américain, ouvre une commission de révision et réduit sa peine. Ce qui fait que le 17 octobre 1949, il se sort de prison, mais le même jour, elle sera arrêtée par les autorités de l'Ouest allemande et déférée devant la justice de son pays. En novembre 1950 s'ouvre son nouveau procès et en janvier 1951, elle sera condamnée à la prison à vie pour dénonciation et incitation au meurtre sur 135 prisonniers allemands. Et le 1er septembre 1967, elle se suicide par pendaison dans une prison pour femmes bavaroise. Voilà pourquoi on l'appelle ce que vous avez lu sur la miniature. Vous vous réveillez et vous voyez ça, vous faites quoi? Perso, je vois 2 possibilités. Soit je pars en courant et en espérant que ça ne soit pas la seule porte de la chambre, ou soit j'allume les lumières. Mais j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai assombré la photo. Je suis d'accord, ça fait pas le même effet. Mais le matin au réveil, la première chose que l'on voit, c'est sûrement pas des serviettes, c'est bien quelqu'un. Bref, l'angoisse. Voilà une photo intéressante et qui ne laisse pas indifférente. Il y a 3 ans, un utilisateur de Reddit postera cette photo avec le titre « Ça me fout des frissons ». On parle souvent de voyageurs temporels, une personne qui vivrait soit dans un futur proche, soit dans le présent et qui aurait découvert comment jouer avec le temps. Se pourrait-il que cet homme soit d'une autre époque dans le futur et qu'il soit allé jusqu'en 1963 pour revenir dans notre présent et lire son journal bien tranquille au Starbucks du coin. En plus, on voit bien qu'il y a un parallèle entre le journal, les vêtements du protagoniste et l'extérieur avec une voiture qui est largement plus de notre temps. Une photo que je ne peux pas expliquer. Enfin, si je me trompe pas, on dirait du papier au format A3, donc la taille du papier journal. Et si vous allez sur ce site, vous retrouvez une des pages du journal. Et donc il a pu l'imprimer. Mais j'ai encore mieux. Comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, j'aime faire les brocantes, donc chiner des vieux objets. Mais si je veux le journal de la mort de Kennedy, pour le garder car je sais qu'il peut prendre de la valeur. En brocante, je suis pas sûr de le trouver. Mais sur eBay, on le trouve et pour certains sous blister. Donc, la personne est juste peut-être un collectionneur. Sur cette photo, vous avez sûrement pensé que nous étions envahis par des moustiques géants tueurs qui ont soif de sang. Et vous auriez pas tort. Non, je déconne. C'est juste un moustique qui est passé devant l'objectif de la caméra, rien de plus. Ou alors, on est dans la merde. La question est pourquoi il y aurait de la lumière à travers cette fenêtre?
sachant que nous sommes dans un hôpital abandonné. Déjà, comprenons pourquoi cet hôpital est abandonné et les horreurs que les 1300 personnes ont vécues à l'intérieur. L'hôpital de la Charité est situé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, et a été fondé le 10 mai 1736 grâce à des subventions. Avançons dans notre histoire et retrouvons-nous en 2005 au moment de l'ouragan Katrina. C'était le seul hôpital où les personnes sans assurance maladie pouvaient venir se faire soigner gratuitement. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Personne n'a pensé que l'hôpital ne résisterait pas au vent violent de l'ouragan. Pourtant, dès le premier jour, le bâtiment sera inondé, les étages supérieurs qui abritaient les services administratifs vont devenir inutilisables, le vent brisera les fenêtres et la pluie dévastera l'hôpital. Comme je vous ai dit, c'est pas moins de 1300 personnes qui seront coupées du monde et livrées à eux-mêmes. Nous n'avions plus d'eau courante ni de sanitaire, plus d'électricité car nos groupes électrogènes étaient dans le sous-sol inondé. Donc plus de lumière, de climatisation, de radiographie. L'eau continue de s'infiltrer et en moins de 2 heures va envahir les urgences. Les équipes médicales réussissent quand même à mettre les gens et les patients à l'abri, surtout les malades du rez-de-chaussée qui, pour certains, étaient en dialyse. Quand ils ont compris que les secours n'arriveraient pas, tout de suite, ils ont commencé à s'organiser face à la situation. La plus grande pièce non inondée était la salle de spectacle de l'hôpital. Nous y avons installé une cinquantaine de personnes, les cas les plus graves. Certains patients sont couchés dans des salles sans fenêtres. Les chirurgiens alors reprennent le travail, mais sans équipement électronique, ce qui leur complique lourdement la tâche. Les médecins arrivent à garder le contrôle sur leur rare temps de pause, qu'ils passent à dormir sur le toit de l'hôpital. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là et que tout finit bien, voilà la suite. Le deuxième jour, alors que des véhicules amphibies passent tout près de l'hôpital et que les hélicoptères volent au-dessus, le docteur Debieux remarque qu'ils ne sont pas une priorité. C'était extrêmement frustrant. Je me demande ce qu'ils avaient à faire de plus urgent que de venir nous chercher. Je voudrais savoir qui a établi les priorités des secouristes. Le troisième jour, une unité du service des eaux et forêts, dirigée par le père d'une infirmière, parvient à atteindre le bâtiment en bateau et repart aussitôt chercher des renforts pour commencer l'évacuation de l'hôpital. La police leur interdira à nouveau de rentrer dans le quartier car il y a des pillards cachés dans des immeubles voisins et qu'ils tirent sur les bateaux. Malgré leur insistance, la police restera inflexible et ils se retrouveront repoussés quand ils tenteront de pénétrer de force. Nous sommes au 4e jour et enfin un hélicoptère se pose sur le toit de l'hôpital. Tout le monde se pensait sauvé, mais en fait, non. Les soldats ont confondu le Charité avec l'immeuble qui était occupé par les tireurs. Mais attendez, c'est pas la meilleure. Ils envahissent les étages et mettent en joue les premiers médecins qu'ils croisent, puis les plaquent contre les murs, les mains en l'air. Bref, une fois le malentendu dissipé, il faudra quand même attendre le 5e jour pour que l'hôpital soit évacué. Entre-temps, 8 patients sont morts et d'autres souffrent de complications dues à l'insuffisance de soins et de moyens techniques. Une fois la catastrophe passée, des militaires, des médecins et des infirmières sont revenus nettoyer l'hôpital pour le remettre en état de fonctionnement. Seulement, l'État de Louisiane avait d'autres plans. Demander des subventions pour construire un nouvel hôpital et profiter de la situation pour fermer définitivement le Charité. Aujourd'hui, un seul hôpital fonctionne dans toute la ville et il est payant. Or, la Nouvelle-Orléans se remplit d'ouvriers venus nettoyer et réparer la ville et la plupart d'entre eux n'ont aucune assurance maladie. S'ils sont victimes d'accidents ou de maladies, Charité doit pouvoir les accueillir gratuitement. Sinon, nous irons vers un autre désastre. Le vendredi 16 septembre 2005, pas moins d'1 mois après la catastrophe, le directeur général des hôpitaux prendra la parole pour annoncer l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'hôpital de la Charité. Avant Katrina, le bâtiment était vétuste et inadapté. À présent, nous craignons qu'il soit miné par les infiltrations et pollué par des substances toxiques. Nous en ferons peut-être un musée ou un immeuble de bureau. Dans une pièce voisine, le docteur Richard Vinroot, qui était en plein travail, refuse de se soumettre et continue à réhabiliter le bâtiment pour y accueillir les patients. Je vais rester et nettoyer jusqu'à ce que Charité puisse fonctionner. Nous sommes les seuls à soigner les pauvres parmi les plus pauvres, abandonnés de tous. Nous ne pouvons pas arrêter. Ça avance bien. Si le nouveau désastre sanitaire que nous redoutons se produit, nous serons bientôt prêts à ouvrir Charité, quelles que soient les décisions des hommes politiques. Malgré le courage des médecins et du personnel soignant, ça ne suffira pas pour sauver l'hôpital qui fermera ses portes. Donc, essayons de répondre à notre question du début, car j'ai peut-être la réponse, et je dis bien peut-être. C'est possible que ce soit la lumière d'un réverbère qui est sur le toit de là où est prise la photo, qui se reflète sur une des vitres de l'hôpital. Selon l'angle de vue, ça reste possible, car si on regarde à droite, on voit aussi des fenêtres avec de la lumière à l'intérieur. Ou alors, c'est peut-être des sans-abri qui y squattent. Mais il est également possible que le bâtiment soit toujours alimenté en électricité. Mais ça, on ne le saura jamais. Car ce qui est positif dans cette histoire, c'est qu'en 2021, il a été prévu de réaménager le bâtiment, mais il faudra attendre 2027 pour une réouverture complète de l'hôpital. Sauf si entre-temps les politiciens changent d'avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous aimez cette série, vous pouvez aller voir la première partie. Merci encore, je sais que je me répète, mais commentez, likez, partagez et abonnez-vous, ça soutient la chaîne de ouf. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye, et prenez soin de vous.